Salut à tous les amis, aujourd'hui c'est mardi et le mardi C'est chez la First Team c'est Panzani aussi, mais c'est surtout au roue libre, ça c'est pour après Panzani mon Polo. Ben voilà, Polo qui a déjà fait des siennes, qui est bien déguisé aujourd'hui. Comment vas-tu mon Polo? Ça va et toi Joseph? En pleine forme tu vas voir aujourd'hui. J'espère parce qu'on a Parce des que gros débats tu sais aujourd'hui. pourquoi je suis en pleine forme? Parce que j'ai appris comment on tenait une main PM Ouais. grâce à Robin. En fait il y a un trou pour le pouce là. C'est vrai, Voilà. et du donc coup, il te fallait quelqu'un pour te le dire. Ouais, La Bon, pré-émission ça, a été c'est pas du tout instructive. rassurant ce que tu me racontes. bah Donc je sais c'est toi pas. Robin, C'est voilà ça, pourquoi on c'est t'a ça. ramené pour que tu apprennes à... Exactement. Mais c'est pas Ah, un déguisement, faut savoir, Paul, ça fait depuis 2 semaines qu'il a essayé la casquette champion, il l'a pu lâcher. Ouais, mais Ouais. il la met par contre toujours aussi mal, s'il vous plaît, plan serré sur le Polo, qui est catastrophe là. Il va que je la mette Catastrophe. baissée Mais- à la Jalabert ou pas? Regarde comme ça, hop. Je vais la Voilà, mettre mais baissée à c'est pas Jalabert. Comment vas-tu Ouais. Robin? Très bien, super, Joseph, je suis ravi d'être là avec vous deux. Tu vas nous parler tout à l'heure de Froome, c'est ça? C'est ça. On va Voilà. parler de la Sky et des petites guerres internes. La chronique du vélo aime bien la Sky et Christopher Froome. On les adore. On les adore. En même temps, c'est intéressant. Et avant ça, on parlera tout à l'heure de Peter Sagan. Voilà, la saison des classiques arrive et donc on va s'intéresser au numéro 1 dans ce domaine, c'est Peter Sagan. Mais avant ça, les news. Très bien. On va aller en France, dans le sud, pour commencer les news. Le Tour du Haut-Var a eu lieu, course qui malheureusement n'était pas retransmise, mais bon, voilà, qui a été gagnée par Thibaut Pinot devant Romain Bardet. Voilà, vous avez les 3 vainqueurs d'étape, Van Mark, Ciccone et Pinot pour terminer. Polo, celle-là, pour Pinot, elle fait du bien. Ouais, elle fait du bien. On les a vus notamment la Groupama FDJ sur le Tour de la Provence beaucoup travailler. Sur le Haut-Var, c'était pareil avec une grosse équipe. Ils tournaient beaucoup autour. Un travail jamais récompensé. Et là, Thibaut Pinot du Mont-Faron devant Romain Bardet en plus, c'est quand même la plus belle des récompenses pour ce début de saison de la Groupama FDJ. Et Romain Bardet, du coup, qui a terminé deuxième. Robin. C'est ça. On a eu très peu d'images, tu le disais. C'était un peu le petit regret du week-end. On aurait voulu pouvoir voir ça dans de bonnes conditions. Mais apparemment, donc, Bardet a été le premier à lancer une petite attaque aux 300 mètres. Il s'ait fait contrer par Pinot, qui visiblement était vachement plus en forme, quoi. Pinot qui disait que le rythme était hyper soutenu et qu'il ne pouvait pas attaquer avant. Aussi à noter la belle montée de Lilian Calmejane qui monte en puissance aussi en ce début de saison. À voir ce que ça va donner pour la suite de la saison. Il n'y avait pas de retransmission, mais on a cette belle photo qui a été donnée où on voit donc Pinot gagner avec 200 mètres d'avance sur Romain Bardet qui est au deuxième plan. Et au troisième plan, Hugh McCarthy, Hugh Carty. voilà, qui du coup a terminé troisième. Gros rythme, comme tu le disais Paul, de la AG2R dans la montée finale. McCarthy a attaqué en premier, Bardet a contré et Pinot a contré en troisième. Et il a fini par gagner. Voilà pour le Tour du Haut-Var qui... on l'espère, l'année prochaine sera retransmis, Voilà. même si ça coûte cher, faut le rappeler. Bah là ce qui est cool, c'est le plateau. T'as Pinot Et puis le contre Bardet. parcours aussi, l'arrivée au Mont-Faron, elle Le fait parcours plaisir. aussi. La triple arrivée avec 6 beaucoup- km à 8%, avec- on le rappelle. les trois arrivées dernière avec montée. avec beaucoup de dénivelé, que des profils vraiment très intéressants à suivre. Ouais, non, il faut que cette course, elle mérite en tout cas d'être. C'est ça le mérite. Voilà, bon, il y a eu d'autres courses qui cette semaine ont été télévisées, notamment le Tour d'Andalousie, voilà, ou la Ruta del Sol, appelez-la comme vous voulez, mais elle a C'est été pas deux gagnée. courses différentes. J'étais perdu la semaine dernière. Non, c'est la même course et elle a été gagnée par Jakob Fuglsang devant Jon Zaguerre, son propre équipier, et Steven Kruijswijk, vainqueur d'étape. Il y a eu 5 étapes, Wellens, 2 fois, Trentin, Simoniet et à nouveau Trentin. Voilà, Wellens a fini par craquer sous les coups de boutoir d'Astana. C'est ça, Astana continue de cartonner et c'est Astana qui a vraiment fait le travail sur l'étape Rennes où il y avait cette montée de l'Alto d'Assalinas. Ils ont tôt dans l'étape lancé les hostilités et puis ils ont fait craquer un Wellens que pourtant on voyait en forme, qui gagne la première étape, qui gagne le chrono. Vraiment, moi personnellement, j'imaginais pas le voir craquer. Je pensais qu'il avait fait le plus dur et finalement, bravo à Astana qui a réussi avec une grosse équipe à le faire craquer. Astana sur la lignée de leur début de saison, encore incroyable. Ils arrivent même à gagner au Tour du Rwanda avec Merawi Kudus. Sur cette course, ouais, tu parlais de l'étape Rennes. Simon Yates, il n'a pas aidé Tim Wellens aussi. Il a attaqué à 40 km de l'arrivée avant même la dernière la montée principale de l'étape. Tu t'attendais à voir Wellens à ce niveau-là, Paul, et notamment dans le contrôle-la-montre? Je m'attendais à le voir à ce niveau-là. C'est-à-dire pas un très bon niveau dans l'étape Rennes, mais alors le voir gagner le contre-la-montre et aussi l'étape profil ardennaise, la première étape, la première ou la deuxième? La première étape. Pour le coup, non, mais on sait que Wellens adore ses routes d'Andalousie, il est quand même le vainqueur sortant, et on sait que c'est un coureur d'un talent incroyable, capable de briller sur tous les profils. La haute montagne, c'était un peu trop dur pour lui, mais voilà, je pense que son contrat est largement rempli pour cette semaine andalouse.
Et voilà, il a fini par craquer, mais effectivement, il a fait une très belle semaine, Timo Wellens. On reste sur la péninsule arabique, on va au Portugal. Ibérique. Ibérique. On y sera. Catastrophique. J'ai voulu faire le mec, tu vois, qui a un peu de vocabulaire catastrophique, on repassera. Voilà. On reste effectivement sur la péninsule ibérique. On ira tout à l'heure sur la péninsule arabique d'ailleurs. Tout à fait. Tour d'Algarve au Portugal qui a permis à Tadej Pogacar de remporter Comment sa tu prononces première. ça du coup? Il le prononce Tadej bien. Hein. Pogacar. Il le prononce bien, C'est d'accord. appliqué, Moi, c'est appliqué. Ouais. Ok, très J'ai bien. un comparant slovène, voilà. Qui a donc gagné sa première. En tout cas, c'est comme ça que Guillaume Di Grazia le prononce sur Eurosport, donc je lui fais confiance. Voilà, moi aussi. Toujours confiance en Guillaume Di Grazia, qui a gagné devant Søren Kragh Andersen et Wout Poels. 5 vainqueurs d'étape que vous découvrez voilà, sur le tableau. Qu'est-ce qui vous a étonné? Est-ce que Tadej Pogacar est un futur grand polo? Il y a Euh, moyen. Hein. Vas-y, t'as l'air d'avoir envie de. Ah oui, il m'a impressionné, il m'a fait plaisir. Je le découvrais un peu. On savait qu'il avait remporté le Tour de l'Avenir, mais très honnêtement, j'avais pas vu les étapes l'année dernière du Tour de l'Avenir. Et là, le voir là, avec les poules, les masses, c'était assez surprenant au départ. Et puis sur l'étape qui gagne, en fait, on a l'impression qu'il est là et qu'il va faire une place. Et finalement, c'est lui qui gratte tout le monde. Donc, et ensuite, il s'est très bien défendu sur la dernière étape avec le taux des Maliao et où il a géré vraiment les attaques de masse, de poules. Il y avait aussi Kragh Andersen qui était à l'avant. Andersen Il qui avait anticipé, et C'est ça. puis t'as Stibar, donc la Quick Step qui avait mis vraiment une stratégie en place pour le faire craquer. Grosse maturité parce que ce soit sur la première étape qu'il gagne ou même cette étape-là, il ne s'est jamais inquiété, il ne s'est jamais mis dans le rouge ou quoi que ce soit. Il n'a jamais paniqué. C'est quand même les signes d'un très grand champion. En plus, il est chez UAE qui fait un début de saison quand même hyper intéressant. Et il a que 20 ans, quoi. Il a que 20 ans, plus jeune que tous les mecs, à part Evenepoel, plus jeune que tous les gars qu'on a cités dans les meilleurs espoirs à suivre cette année. Quoi. Donc, À suivre le petit plus Tadej qu'à suivre, même, Pogacar. ouais. Plus Ouais. qu'à suivre. Oh, on va nous obliger à le suivre de toute manière. Oui, tout à fait. On a confiance en lui. Voilà pour les courses qui sont terminées pour la semaine écoulée. Il y a une course qui est en cours. Voilà une course World Tour qui est le Tour des Émirats. On le rappelle, fusion entre le Tour de Dubaï et le Tour d'Abu Dhabi qui commence, voilà, qui a fait peau neuve. Est-ce que cette course-là vous intéresse? Oui ou non? Robin. On regarde, on suit, mais je vais pas dire que c'est passionnant. Alors il y a une arrivée au sommet aujourd'hui avec Valverde, son maillot arc-en-ciel. On attend de voir. Il me semble qu'il avait gagné l'étape l'année dernière. Donc ça va nous attirer un petit peu. Mais pour les sprints, on a un duel Gaviria-Viviani, mais sinon c'est pas Qui a déjà eu lieu et Moi, cette course, elle m'intéresse. Et bien sûr que c'est pas l'image du cyclisme parfait dont on se fait avec la ferveur au bord des routes, etc. Mais on a quand même un super plateau. On a un parcours hyper intéressant avec un contre-la-montre par équipe, des étapes de sprint. gagné Deux ar- par la deux ar- Jumbo, Ouais, notamment. deux arrivées au sommet. On a du Roglic, du Dumoulin, du Valverde. Ouais, je pense qu'il faut s'en réjouir. Il faut qu'on s'en régale de cette course qui va être top à suivre. Et déjà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que ça va donner aujourd'hui. Ouais. Et effectivement, il y a aujourd'hui en ce moment, voilà, il est que 11h, donc on va avoir une arrivée notamment à 13h qu'on va découvrir. Vous aurez le avec- résultat. Vous aurez le résultat. Vous allez regarder Nous, on l'émission, l'aura vous aurez pas. le résultat. On ne l'a pas encore. Et on a hâte de finir cette émission pour regarder l'arrivée. Exactement, qu'on va regarder tous les trois. Voilà les amis pour les news. On va passer au focus parce que tu vas nous parler de Christopher Froome, Robin. Voilà Robin, sur ton site dont tu es le rédacteur en chef Chronique du vélo cette semaine, vous avez parlé de Christopher Froome, vous avez disséqué une information, Christopher Froome qui n'a pas participé, qui a renoncé au Tour des Émirats justement. Et voilà, ça montre que forcément tout n'est pas en place dans la tête et dans les jambes du Britannique, ce qui est en début de saison plutôt inhabituel en fait. C'est ça, c'est l'idée, c'est que depuis finalement 2013 qu'on lui a donné les clés du camion chez Sky, il n'a jamais vraiment connu cette situation où tout se goupille pas exactement comme c'est prévu, puisque Chris Froome, on le sait, il fait sa préparation hivernale un peu de la même façon à chaque fois, sur les îles Canaries, au volcan Teide. Et cette année, il l'a mal encaissé apparemment, puisque il dit qu'il est fatigué, c'était sa justification pour pas aller au Tour des Émirats. Donc on imagine que c'est plus à cause de ses entraînements que des quelques jours de course très discrets qu'il a eu en Colombie. Donc il a moins bien encaissé cet entraînement, qui est une grosse charge de travail j'imagine, mais que d'habitude il n'avait pas de mal à assimiler. Donc peut-être que c'est l'âge qui joue, puisque Chris Froome va sur ses 34 ans. Il y a des choses qui changent en interne aussi. Donc finalement... Voilà, parce que après cette petite forme, justement pour le moment, parce que ça se trouve la semaine prochaine il la retrouvera, il retrouvera de la fraîcheur, mais cette petite forme,
peut-être qu'il y en a un en interne qui peut en profiter. C'est ça, on en a parlé il y a quelques semaines et on le voit sur la photo, Guerin Thomas, qui était dans l'ombre jusqu'à maintenant, mais qui l'année dernière en est largement sorti. Et encore une fois, depuis 2013 où Froome a pris les clés du camion, il n'a jamais eu personne qui est venu contester son leadership. Et là, il a un Thomas qui veut choisir son programme, qui veut faire le Tour, pas le Giro, et qui finalement devient une épine dans le pied de Christopher Froome. Donc tout se goupille un peu moins bien que d'habitude et tout est un peu moins limpide que les années précédentes. Est-ce que pour toi, Paul, c'est inquiétant pour Christopher Froome de cette petite forme? Non, pour moi, non. Je pense que ses résultats sur le Tour de Colombie sont insignifiants. C'était une course de reprise. Il sortait d'un stage en altitude. Non, ça, il ne faut pas se fier là-dessus. Là où je vais l'attendre parce qu'au final, depuis le début de sa carrière, il ne performe pas en début de saison. Là où je vais l'attendre, c'est sur le Tour de Catalogne. Le Tour de Catalogne qui est quand même un baromètre pour Christopher Froome depuis de nombreuses années. Là, si on le voit en queue de peloton, si on le voit dans les groupes Eto, comme on l'a vu au Tour de Colombie, là, il faudra peut-être s'inquiéter. Pour l'instant, là, je m'inquiète pas pour lui. Il doit être en interne, ça doit vraiment être difficile pour lui. C'est plus là-dessus qu'il faudra peut-être surveiller ça. Après, voilà, lui, il sait qu'il va faire le Tour de France. C'est un professionnel jusqu'au bout des ongles. Il va continuer son programme. Le fait qu'il soit pas au Tour UAE, bon, voilà, on sait que c'est pas le tour le plus sympa à courir pour un coureur, même si je viens de dire le contraire dans les news. En tant que suiveur, c'est quand même différent qu'en tant que coureur. Je suis un peu inquiet. Moi, je veux vraiment l'attendre sur le Tour de Catalogne et je veux vraiment l'observer sur le Tour de Catalogne. Donc en gros, il a un mois pour se refaire la cerise d'ici le Tour de Catalogne, qui est fin mars. Avant mi-fin mars, il n'a jamais été très performant. Donc pour l'instant, je ne m'inquiète pas. Si au Tour de Catalogne, il est vraiment pas bon, là, il faudra peut-être tirer la sonnette d'alarme. Mais plus que ces résultats en Colombie dont tu parles et qui, comme tu as raison, ils sont anecdotiques, c'est plus la façon, la gestion qui surprend, parce qu'on a tellement l'habitude que chez Sky tout soit millimétré et que quand on fixe un programme à l'hiver, il n'y a plus qu'à le suivre et tout va bien, tout roule. Alors que là, on se rend compte que ça nécessite des ajustements qui d'habitude n'étaient pas nécessaires. Donc ça pose quand même question. Et puis il y a des nouveaux enjeux chez Sky, puisque le sponsoring s'arrêtera à la fin de l'année, avec potentiellement un repreneur, mais sûrement moins riche, et qui va sans doute se poser la question de est-ce qu'on garde Froome ou pas. Parce que oui, c'est un leader énorme, charismatique, la figure de l'équipe Sky, mais il a bientôt 34 ans, il les fêtera au mois de mai. Il a actuellement un salaire de plus de 5 millions annuels. Donc je pense qu'un repreneur se posera la question de est-ce qu'on garde Froome. Il y a peut-être toutes ces questions-là qui se posent dans la tête de Christopher Froome. Peut-être qu'il cogite un peu, je ne sais pas. Est-ce que Christopher Froome cogite C'est difficile à dire. Hein. Il sort quand même d'une saison où il fait podium sur le Tour de France, où il gagne le Giro. Et c'est d'ailleurs parce qu'il gagne le Giro, je pense qu'il n'était pas au niveau sur le Tour de France. Mais ça, c'est un autre débat. Là, sur quoi on se base? Sur les déclats de Thomas qui font un peu la merde chez Sky. Mais si on se base, il y a les déclats de Thomas, il y a la 91e place quand même sur le Tour de Colombie. Et il y a le fait qu'il se retire du Tour Émirati. Ça, le Tour Émirati, les raisons, voilà, on les aura pas, on les aura peut-être jamais. Le Tour de Colombie, il faut vraiment passer outre. Et là, comme je te dis, allons jusqu'au Tour de Catalogne et après, on pourra peut-être émettre un avis s'il est vraiment moins bien que les années précédentes. J'attends pas qu'il gagne le Tour de Catalogne, il n'a pas pris cette habitude-là. Mais s'il peut aider un de ses coéquipiers, s'il peut se montrer sur les étapes de montagne, eh ben attention, parce que ça voudra dire que Christopher Froome sera encore au rendez-vous cette année. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter je suis d'accord avec Paul, parce que c'est pas sur le Tour de Colombie qu'on l'attendait, et c'était pas non plus sur le Tour Émirati. Et comme dit Paul, c'est à partir du mois de mars qu'on va pouvoir avoir des indications sur la forme de Froome et voir s'il a réussi à rectifier le tir par rapport à ce qui visiblement ne fonctionne pas parfaitement aujourd'hui puisqu'il n'est pas satisfait de sa condition, ou s'il n'a pas réussi à rectifier. En tout cas, ces petits problèmes chez Sky, ces ajustements sont pas habituels, donc ça surprend un petit peu. Et puis oublie pas que on pense que là Christopher Froome doit être un peu dans la tourmente. Rappelle-toi de son année dernière où il commence la saison avec une histoire de dopage au cul. Donc en termes de tourmente, je pense que sa saison dernière est quand même très réussie. Je pense qu'il sait gérer tout ça. Il doit relativiser. Avec Thomas, je pense qu'il sait relativiser et qu'il a bien la tête sur les épaules pour gérer tout ça, même la concurrence avec Geraint Thomas. On va suivre ça et n'hésitez pas à retourner voir l'article entier de Robin sur Chronique du vélo. Très bien écrit cet article d'ailleurs. Merci, ça me fait plaisir. Voilà les amis de Christopher Froome, on va passer à Peter Sagan parce que la saison des classiques arrive et on va se poser une petite question sur le Slovaque.
Voilà, quand on prononce le nom de Peter Sagan, tous les yeux des amoureux du vélo scintillent évidemment parce que c'est la grande star du cyclisme et c'est bientôt son tour de faire l'actualité parce que les classiques arrivent. Il a annoncé son programme qui est pour le moins chargé. Il va faire tout simplement 4 des 5 monuments de début de saison. Voilà, parce que le cinquième est en fin de saison. Je pense que si voilà, le Tour de Lombardie était en début de saison, il le ferait aussi. Voilà, il a annoncé son programme du coup qui est monumental. Comme d'habitude, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ça bouge pas. Et il retente sa chance sur l'Amstel Gold Race comme l'année dernière. Et la petite nouveauté, c'est qu'il sera sur Liège-Bastogne-Liège. Tu m'étonnes. Voilà, assez étonnant. Mais non, avec le changement de parcours, justement. S'il a une chance de la gagner, c'est cette année. Bon, Peter bah, Sagan, tu il vas nous est dire pas ça. fou. Tu vas Il nous est pas dire fou. ça, mon Polo, parce que pour tout le monde, voilà, il est encore le numéro 1. Peter Sagan dans les classiques, il gagne pas tout parce qu'il est énormément regardé, mais il est encore le numéro 1. Polo, est-ce que selon toi, il est encore pour longtemps le numéro 1? C'est une question très, très intéressante que tu me poses, Joseph. Ça tombe bien, c'est notre. Moi, je pense qu'il l'est encore. Il le sera. Il a quel âge quoi? Il a 29 ans. ouais. Il a encore, pour moi, je pense intrinsèquement, il a encore trois bonnes années à donner à son meilleur niveau. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas sa forme physique, c'est plus son envie de continuer à faire de longues saisons, que ce soit en termes de préparation, en termes de course. On sait que la saison de Sagan, c'est quand même la grande star du cyclisme, qu'il a des obligations, notamment de course, qu'il n'a peut-être pas envie de faire. Je pense notamment au Tour de France, même si c'est un rendez-vous dans lequel il brille. Moi, je pense que c'est surtout au niveau de la motivation qu'il faudra surveiller les prochains mois, voire les prochaines années de Peter Sagan. Est-ce que selon toi, il est lassé du Non, cyclisme je pense réellement ou en fait c'est. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter Voilà. pour lui. Je pense que vraiment que Sagan est le patron, il va le rester encore très longtemps. Et je m'inquiète pas du tout pour les quelques phrases qu'il peut avoir à droite à gauche sur sa lassitude ou sa pseudo-lassitude. Je pense vraiment qu'il y a des jours où il se fait chier dans le peloton. Mais c'est pas le seul, c'est juste que lui il le dit. Les étapes de 200 bornes toutes plates, il y a un paquet de coureurs qui s'emmerdent. Et donc certains, comme Thibaut Pinot aussi, le disent régulièrement qu'ils aiment pas ce genre d'étape. Mais la plupart, ils disent rien, ils se contentent de passer la journée et d'attendre des jours meilleurs ou des jours plus intéressants. Mais Sagan, lui, on vient lui demander, et aussi il faut noter que chaque jour on va parler à Sagan, les journalistes vont lui demander alors comment vous sentez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette étape. Il y a des jours où il a envie de dire là franchement je m'emmerde, et il le dit régulièrement sur le Tour de France que les étapes peuvent l'ennuyer, d'attendre le sprint, que c'est pas ce qu'il aime, c'est pas sa philosophie, mais c'est comme ça que marche le cyclisme, il le sait, ça fait des années maintenant qu'il est dedans, depuis ses années juniors, alors même si chez les jeunes ça marche un peu différemment, il n'est pas surpris, et je pense que le fait de viser tellement de courses différentes, que ce soit des classiques, que ce soit le Tour de France, que ce soit les étapes de certaines courses par étape, ça lui permet justement de ne pas être dans cette lassitude. Si on lui disait concentre-toi uniquement sur le Tour ou concentre-toi uniquement sur le doublé Flandre-Roubaix, ça l'ennuierait vraiment. Il pourrait pas y péter un câble. Mais le fait de lui dire qu'il peut gagner quasiment toutes les courses, ça lui permet lui d'être tout le temps dans mais une... Justement, il a gagné toutes les courses, donc au bout d'un moment, il va peut-être en avoir un peu marre. Il n'a pas gagné toutes les courses quand Il a tu pas regardes gagné le- San quand tu Remo, il a pas regardes gagné le- Liège. C'était Quand tu façon de regardes le parler. palmarès qui nous a été montré là. Il lui manque, on va dire, voilà, on en parlait avant l'émission. Je pense que ses objectifs cette année, c'est Milan-San Remo et Liège. C'est les deux grands monuments qui sont quand même des parcours qui lui conviennent. Donc Milan-San Remo depuis toujours et Liège-Bastogne-Liège depuis cette saison où le parcours est fait. Bon, il y a peut-être il y a encore beaucoup de dénivelé, mais c'est le fait que ce ne soit pas une arrivée au sommet peut quand même lui permettre de tirer son épingle du jeu. Donc Ouais. il a des objectifs, mais c'est vrai que sur d'autres courses, On le voit. il y a peut-être un manque de motivation. Il va peut-être falloir qu'il aille chercher la motivation là où il l'avait naturellement il y a encore quelques années. Ces mecs-là sont des champions, je pense pas qu'ils aient de problème. Je pense pas qu'un Sagan a du mal à se motiver pour un San Remo, pour un Paris-Roubaix, pour un Liège-Bastogne-Liège. Ah, mais ouais. Alors Il a peut-être l'air pour quand même d'être Non, mais blasé voilà, par mais là, San Remo on du parle fait de- d'être toujours. On parle des d'être, monuments. Quand on voit, il termine 2 fois deuxième, il n'arrive pas à l'avoir. Il a l'air d'être vraiment blasé, de se dire je suis le meilleur, mais tout le monde me regarde, du coup je peux pas y aller. Est-ce que réellement c'est lui le meilleur sur San Remo? Parce Oui, qu'il était bien le- sûr que c'est lui le meilleur. Ouais, On voit hein, avec le palmarès des quasiment 10 dernières années, sa régularité, ça montre bien que la course lui va parfaitement. Alors Après- quelle attitude il doit adopter à San Remo pour la gagner? Mais le problème, c'est que Milan-San Remo, et on l'a vu l'année dernière, et il a une caravane, Peter Sagan, dès qu'il court sur un monument ou sur une course, même une classique d'un jour. Oui, puisqu'une classique en général, c'est pas sur plus d'un jour. Il est là, dans le Poggio, on le regarde.
Et il y a 15 coureurs derrière qui attendent de savoir ce que Peter Sagan va faire. Et pour Peter Sagan, je pense qu'il aime bien ça. Il aime bien s'en Il a plaindre. l'air de le vivre très bien, Ouais, cette pancarte. il le vit très bien. Il le dit, comme tu l'as dit, il choisit en fait naturellement Quand il peut pas les gagner, il coureurs choisit qui gagne. il choisit qui gagne. Si Sagan n'attaque pas dans le Poggio, un Nibali va pouvoir tenter un coup de derrière les fagots ou ça va être une arrivée au sprint. Si Sagan attaque dans le Poggio, il va sortir avec un petit groupe de coureurs qui vont tenter de s'accrocher. Et voilà. Sagan fait la pluie et le beau temps Exactement. sur les classiques. On l'a vu sur l'Amstel aussi l'année dernière, où il a Valverde et Alaphilippe qui sont collés à sa roue et il décide de pas bouger. Et c'est lui qui finalement choisit quel est le final. Alors il n'est pas sûr de gagner, mais de toute façon sur une classique, on peut jamais l'être, encore moins sur San Remo, qui est pas une loterie, mais qui est une course tellement particulière. Et sur les Flandriennes, c'est pareil, on est tellement à la merci d'un pépin mécanique, d'une chute. C'est pas comme sur le Tour de France où on sait très bien que Sagan va remporter le maillot vert à la fin parce qu'il est le plus fort et que sur le Tour de France, il n'y a pas de secret. Alors que sur une classique, tout peut se passer. C'est pas parce qu'il s'est raté pendant presque 10 ans sur Milan-San Remo que lui n'a pas envie d'aller la chercher et qu'il va pas la gagner cette En termes année. de parcours, on est sur un parcours qui lui correspond parfaitement bien. Après, attention à ne pas commencer à cogiter. Quand il se fait battre au sprint par Kwiatkowski il y a 2 ans, ça lui ressemble pas à Peter Sagan. C'est ça, mais et ça, il s'est fait piéger plusieurs fois. Il a aussi perdu un Grand Prix E3 face à Kwiatkowski à 1 contre 1, ce qui n'est pas logique foncièrement. Mais c'est aussi parce qu'il n'est pas infaillible qu'on apprécie Peter Sagan aujourd'hui. Il fait à peu près l'unanimité. Mais s'il gagnait toutes les courses, s'il gagnait tous les ans 3 monuments, je pense qu'on en serait lassé. C'est quand même, il en a quand même bien ras-le-bol de ça, d'être regardé. Ce que vous disiez publiquement, il dit parfois, franchement, j'en ai marre, physiquement, mentalement, la suite va être difficile. Puisque je vais devoir enchaîner les classiques, Milan-San Remo jusqu'à Liège. Ensuite, il y aura la préparation pour le Tour où je viserai encore le maillot vert, puis les mondiaux. La saison va être encore longue. Oui, mais ça, il l'a choisi. C'est très... Ouais, mais après, c'est un lieu commun ce qu'il raconte parce qu'il y en a énormément des coureurs dans Voilà. cette situation-là. C'est lui qui choisit de se donner des nouveaux objectifs. Liège, Et, personne ne le force à y aller à Liège, c'est parce qu'il a envie de gagner. Ce qu'il faut dire avec Peter Sagan, c'est que quand il s'aligne sur une course, ses fans, les spectateurs, son équipe et même les autres coureurs du peloton s'attendent à ce qu'il gagne. Et ça, c'est une pression aussi psychologique qui est hyper importante. Là, on l'a vu en début de saison et se mettre à la planche pour Sam Bennett. Il le disait, ça, c'est des courses qui me font du bien parce que c'est des courses où je suis plus relâché, plus détendu, où je n'ai pas d'obligation de résultat et de performance. Et là, c'est des courses où je reprends un peu de plaisir. Là, il va rentrer à partir de cette semaine dans des courses où on attend qu'il les gagne toutes. Et ça, je pense que psychologiquement, quand tu es jeune, un jeune espoir de très très haut niveau, tu t'en régales. Mais quand tu arrives sur tes 30 ans et que tu as déjà beaucoup gagné, je pense que c'est dur à appréhender. Il a mis du temps à gagner son premier monument quand même. On regardait tout à l'heure, on en parlait, il a gagné le Tour des Flandres en 2016. C'est assez tard parce que finalement, ça faisait des années qu'on lui prédisait déjà de gagner ses monuments. Et il a enchaîné avec Paris-Roubaix, mais il a un palmarès qui est encore à compléter, à construire. Et on sait, on en parle souvent, que c'est peut-être un des coureurs qui pourrait aller chercher tous les monuments, même si le Tour de Lombardie, ça paraît compliqué. Mais il peut aller, Milan-San Remo, on en a parlé, il peut aller gagner Liège, même si cette année, ce sera aussi de la découverte. En plus, il y a une grosse recrue pour Liège chez Maximilian Schachmann. En tant qu'équipier, je pense que la Bora pourrait difficilement aller chercher un coureur aussi fort, aussi prometteur pour l'aider. Il y a Bora en gros qui essaye aussi de se renforcer. Tout à fait. Même si Sagan n'a peut-être pas besoin d'une grosse équipe autour de lui pour gagner. Mais malgré tout. Peut-être justement pour réussir à. Parce que lui, il a le potentiel, mais peut-être qu'il faut aller chercher encore plus loin et peut-être que. Ce sera pas un frein, c'est sûr. Bon, il y a Oscar Gatto qui arrive, il y a Schachmann. Bon, il a perdu quand même un équipier important en fin de saison dernière, qui est Danielos. Il a toujours ses Bonnard, ses Burghardt qui se mettront à la planche au moment où il faut et qui laisseront Sagan à 70-50 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, Sagan, il se débrouille tout seul. Il n'a vraiment pas besoin l'arrivée de Schachmann, c'est très bien aussi. Mais là, on parle d'un champion. Tu vois, je pense qu'il n'a pas eu... Bon, en plus, j'ai cité Paris-Roubaix, mais c'est pas un bon exemple parce que Burghardt avait fait un excellent travail pour lui. Mais bon, il part quand même à 50 km comme un grand sur Paris-Roubaix et il ne demande pas son reste à personne, que ce soit à ses coéquipiers ou à ses adversaires. Mais je pense que non, il a l'équipe qu'il faut. Pour continuer d'être performant, en tout cas dans les 100-150 premiers kilomètres de ces courses d'un jour. C'est ça. Et ça la situe, je pense vraiment qu'il ne faut pas en faire trop autour de ça parce que c'est aussi sa façon d'être. Il joue aussi avec les médias, il sait se servir de ça, gérer son image, donner cette image de mec qui s'ennuie parce que ça renforce encore son image de showman, de mec qui est là pour le spectacle, pour le panache. Mais je pense que
Aujourd'hui, il choisit complètement son programme, il court exactement les courses qu'il a envie de courir, et je pense que ça le satisfait amplement. Sur Paris-Roubaix et le Tour des Flandres, qui est son principal concurrent? Vous allez me donner un nom chacun. On va commencer par toi, Paul. Moi, j'ai envie de mettre Valgren. Valgren, parce que je pense que cette année. Paris-Osé quand même. Surtout sur Roubaix. Il est jeune et tout ça. Je- Sera en, je- sera en devenir, mais son je sais principal pas. concurrent? Enfin, après, ouais, c'est vrai que je pensais plus au Tour des Flandres notamment. Il l'a dit cette année, hein, on a la déclat, il l'a dit cette année, mon objectif c'est à 100% de remporter le Tour des Flandres. C'est une course dans le profil qui lui correspond parfaitement. Sur Paris-Roubaix, Robin, je suis assez d'accord avec toi, ce sera sûrement plus compliqué. Mais voilà, Valgren, de par sa saison l'an passé avec Astana, de par son changement d'équipe avec cette fois une équipe Dimension Data qui sera tournée à 100% vers cet objectif en lui donnant les clés en main. Attention, je pense que cette année, il a bien fini la saison aussi l'année dernière, c'est ça que je voulais dire, en faisant un top 10 sur les championnats du monde. Je pense que cette année, il y a moyen, moi c'est ma grosse cote, il va faire toutes les classiques là du printemps, oui c'est ça, toutes les classiques du printemps. Je me Il y a confonds plus dans de les. saison, Paul. Oui, il y a plus de. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça. Euh, va et faire il toutes les classiques démarre du au printemps. Romain, tu Il va réponds être, rapidement sur Valgren et tu nous donnes un petit nom. Ouais, moi Valgren, j'attends de le voir sur certaines courses, mais je pense qu'il sera encore un peu juste cette année pour les très grosses classiques. Alors, l'Amstel, il connaît très bien, voilà, il a déjà gagné, mais pour le Tour des Flandres, j'ai un peu plus de doutes. Pour moi, c'est Greg Van Avermaet, c'est le seul qui a la carrure, et ça fait plusieurs années déjà, pour concurrencer un Peter Sagan. Il a gagné lui aussi un monument, il a gagné le Paris-Roubaix il y a 2 ans. On découvre son palmarès qui est. Voilà, énorme. et pour moi, alors il va y avoir toute la question autour de sa nouvelle équipe qui a été un petit peu décimée. Il va être plus isolé, mais c'est pareil, c'est un coureur qui sait se débrouiller tout seul. Et comme Sagan qui est capable de partir de loin, on se rappelle de son Paris-Roubaix où il est au pire moment de la course, il est pris dans une chute ou une crevaison, je me rappelle mal, et il revient et il gagne ce Paris-Roubaix. Donc voilà, Van Avermaet, c'est pareil, il sait courir, il connaît ses grandes courses et il visera le Tour des Flandres aussi. Et Je je suis fais d'accord avec plus. Van Avermaet, Polo. Moi, j'aime bien, parce qu'il y a quand même des signaux positifs pour Van Avermaet en ce début de saison. Tout à fait. Il a déjà gagné, il est souvent placé, notamment sur le Tour d'Oman, où il a vraiment emmerdé Alexei Lutsenko. Après, est-ce qu'il est à son niveau de 2017 et même des années un peu On va voir avant dès ce week-end. où là, pour le coup, il faisait vraiment des misères à Peter Sagan, et où Sagan peut maudire Van Avermaet de l'avoir croisé, parce qu'il a quand même enlevé de très belles lignes à son palmarès. Est-ce qu'il est à son niveau de 2017? Il le faudra s'il veut espérer battre Peter Sagan sur les classiques d'un jour. Les signaux sont positifs, en tout cas, pour le début de saison de Greg Van Avermaet. Il reste les gars les Ardennaises, donc du coup l'Amstel et Liège-Bastogne-Liège qui depuis 2 ans on découvre ça à son programme. Qui sont ses principaux concurrents, notamment chez les concurrents, Robin, comme de la même manière que sur Tour des Flandres. Ouais, je Et pense les noms que. qui pour toi sont les noms qui ressortent. Moi, j'en vois 2 sur Liège. Après, sur l'Amstel, c'est différent, mais il y a quand même certains coureurs du Tour des Flandres. Ouvert, là, C'est ça, c'est un peu un hybride entre le Tour des Flandres et Liège. c'est ardennaise, flandrienne, c'est difficile à. C'est ça, mais si on justifier. se concentre sur Liège, je pense qu'on a Alaphilippe et Valverde qui vont être les 2 gros favoris de cette course. Et Sagan sera plus cette année un outsider parce qu'il connaît mal encore cette course, même si le changement de parcours fait que tout le monde sera un peu en découverte quand même. Est-ce qu'il a le profil, est-ce qu'il n'est pas clairement en dessous sur le punch de Liège, en dessous d'Alaphilippe notamment? C'est pas le punch qui m'inquiète, non. Le punch, il est en dessous de très peu de personnes. C'est le dénivelé. C'est ça, la de capacité Liège. à l'encaisser. Voilà, parce que pour le coup, même si le profil peut paraître plus adéquat, plus adapté à ses qualités, ça reste quand même 4000 mètres de dénivelé sur une journée et plus de 250 km. Je ne suis pas sûr que Sagan puisse passer ça. Après, c'est l'année ou jamais de gagner Liège. Après, le parcours Jamais. va peut-être rester Le comme ça parcours aussi va rester quelques comme années. ça. Mais lui va vieillir et il est encore en excellente forme. Donc voilà, je ne sais pas s'il a tourné sa préparation vers cet objectif, mais il faudra qu'il s'affûte un peu s'il veut gagner Liège. Ouais. Mais je pense qu'il coche pas une course comme Liège, qu'il la rajoute pas à son calendrier avec les contraintes que ça impose, mais parce que ça lui fait c'est déjà aller jusqu'à l'Amstel, c'était tard, et souvent il arrivait quand même fatigué sur l'Amstel. Là, ça fait une semaine de plus. C'est un gros investissement, c'est pas n'importe quoi dans son Et calendrier. Au talent, il peut jouer la victoire. Et à je Liège. pense qu'il l'a pris en compte et qu'il s'est adapté. Et Bon, en tout cas, ça va être quand même très très intéressant de suivre
cette saison. Et ça démarre ce week-end, on va avoir l'aventure infinissable de Peter Sagan sur les classiques. C'est ça. Et on va avoir un aperçu dès ce week-end avec surtout le Het Nieuwsblad. Et ces dernières années, on avait très souvent Van Avermaet, Sagan et Van Mark qui faisaient déjà le spectacle sur le Het Nieuwsblad et ça annonçait la suite. Attention à Van Mark aussi cette année, là, on l'a vu gagner au Var. Il était souvent placé en ce début de saison, jamais gagnant aussi. Année 2018 compliquée, mais attention, c'est quand même un redoutable coureur, notamment sur les Flandriennes. On va disséquer ça tranquillement. Polo, t'inquiète, on fera des previews cette saison sur roue libre de toutes ces petites classiques. Voilà pour Peter Sagan. Dites-nous dans les commentaires si, selon vous, s'il est encore numéro 1 et s'il est numéro 1 dans certaines courses. Jusqu'à 2025. Pas dans d'autres. Voilà. Jusqu'à 2037. Jusqu'à quand vous pensez que le Slovaque 8 fois est numéro 1? Et tout de suite, nous, on passe au bonif, les amis. On en a parlé tout à l'heure, Polo t'en a parlé tout à l'heure, de Simon Yates. C'est ta bonif, toi, parce qu'il a gagné sur la 4e étape du Tour d'Andalousie en partant de loin. Et il a fait une petite sortie sur le Tour de France aussi. Ouais, on va commencer par le positif avant d'aller fort dans le négatif. Simon Yates qui a été impressionnant pour sa rentrée. Loin en général, il s'est permis de se faire plaisir sur l'étape Rennes en partant de loin. Il avait Adam Yates qui lui pour le coup était bien placé au général, son frère. Du coup il s'est fait plaisir et il a fait une performance quand même assez impressionnante. On parlait d'un Christopher Froome jamais très à l'aise sur ses courses de rentrée. Voir Simon Yates à ce niveau-là directement, c'est chapeau à lui. Étonné. Ah oui, en début de saison, voir un raid solitaire comme ça, de quoi il est parti à 45-50 km. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant, c'est assez inhabituel. J'avais noté 26 moi, mais non, c'est vrai. c'est plus. En fait, le début de la dernière côte est à 26 km de l'arrivée. Mais il part avant la dernière côte. Il part avant la dernière côte. Et dans la foulée de cette victoire, de ce tour il y a eu cette déclat. d'Andalousie, du coup, il nous sort une déclat assez improbable, mais que... En tout cas, inhabituelle. On n'était pas habitué à ce qu'on pense ça du Tour de France. Je ne ressens tout simplement pas de passion autour du Tour de France. La chose la plus importante n'est plus la course cycliste. À l'heure actuelle, c'est une course à laquelle je ne veux pas revenir. Je ne suis pas passionné par le Tour. Moi, je veux bien l'entendre, mais sortir ça... totalement hors contexte en début de saison comme ça, je ne comprends pas. Quel est l'intérêt? Après, je pense que c'est dans son interview, on lui a demandé quel était son programme et pourquoi il n'allait pas sur le Tour de France. Il l'a expliqué, c'est plus ça on l'a amené peut-être sur. Moi, je veux bien. Il est courageux en tout cas, moi je trouve, de sortir ça, Polo, non? C'est courageux. Moi, je veux bien de faire l'ode au Giro et à la Vuelta, sauf qu'au Giro et à la Vuelta, il s'est pas confronté au meilleur. Notamment à une équipe Sky qui contrôle tout. Moi, je trouve que c'est un peu une manière de botter en touche et de se dire ouais, mais la passion, la ferveur, c'est plus sympa sur la Vuelta, c'est plus sympa sur le Giro. Du coup, je vais pas me casser les dents sur l'équipe Sky et sur un tour un peu trop cadenassé pour ma plus petite équipe qui est la Mitchelton Scott, où je ne pourrais pas briller comme sur les autres grands tours en fait. Voilà. Je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Polo. Tu encenses souvent Thibaut Pinot, qui a finalement la même idée, qui n'aime pas le Tour et qui adore le Giro. Ouais, mais il va faire le Tour cette année. Oui, parce que voilà, il peut pas non plus ne pas aller sur le Tour pendant 5 ans d'affilée. Mais Simon Yates finalement, il dit un tout petit peu plus clairement ce que Pinot dit à demi-mot régulièrement. Non, mais c'est ce qu'on a dit aussi la semaine dernière dans le débat. On est d'accord pour dire que le Tour de France est quand même très cadenassé. Mais il y a quand même de la place pour aller le gagner. Quand je lis les déclats et de Pinot, comme tu t'en parlais, et de Romain Bardet, c'est des mecs qui vont aller sur le Tour avec l'idée de la gagner. Là, on a un mec quand même leader de son équipe sans problème, qui a fait le Giro et la Vuelta cette année. On l'attendait sur le Tour de France peut-être cette saison. Et qui botte en touche, qui ne veut pas aller se frotter au meilleur de mais il n'était pas sur un Giro au rabais quand même. En plus. Tu dis qu'il y avait moins de concurrence. Il y avait Froome, il y avait Dumoulin, il y avait Pinot. Mais il n'avait pas l'Armada Sky, il n'avait pas Romain Bardet. Il y a du beau monde, mais il n'y a quand même pas le gratin. Il n'avait pas l'équipe. Tout à fait. Il n'avait pas l'équipe Jumbo, l'auto Jumbo de l'époque, qui pour le coup elle aussi avait été impressionnante. Qu'on n'a pas vu, qu'on a très peu vu, mis à part Georges Bennett sur le Giro. Voilà, donc on verra. Je trouve ça un peu dommage pour un vrai leader d'équipe. On a envie de voir Simon Yates sur le Tour de France parce que c'est surtout pour ça. La base de ça, c'est qu'on veut le voir. Voir les meilleurs. Il changera peut-être d'avis. T'inquiète pas, mon Polo. Bon, voilà pour ta double bonif en fait sur Simon Yates. Et toi, Robin, ton choix, c'est Fabio Jacobsen qui a gagné la première étape du Tour de l'Algarve. C'est ça. Devant Arnaud Démare et Pascal Ackermann. Exactement. Démare qui a fait 2 fois deuxième. Il n'a pas gagné Arnaud Démare. Non, une fois derrière Groenewegen et une fois derrière Jacobsen. Voilà. Et ce Fabio Jacobsen, j'en attends pas mal sur les prochaines semaines. Donc bon,
le sprint qui gagne en Algarve est un petit peu particulier parce qu'il y a une chute à 6-7 km de l'arrivée. Groenewegen ne où- le fait pas. Exactement, notamment Groenewegen est pris dedans, donc il aurait peut-être pas gagné sans cette chute, mais il a eu tout l'honneur et pour lui d'avoir été bien placé au moment de la chute et d'avoir pu disputer ce sprint. Et surtout, on sait qu'il est aussi à l'aise sur les pavés. L'année dernière, il avait gagné donc 7 victoires en 2018, c'est impressionnant pour son âge. Il avait gagné notamment le Grand Prix de l'Escaut, Noker Coerce aussi, donc qui sont des classiques quand même un peu pour les sprinteurs, on va dire. Mais j'ai hâte de le voir sur les premières courses pavées et il sera notamment dimanche sur Kurn-Bruxelles-Kurn. Où personnellement j'en fais un de mes favoris. Il y aura aussi Arnaud Démare, il y aura Dylan Groenewegen, il y aura Matteo Trentin. Mais il a battu Démare la semaine dernière en Algarve. Pour moi, il peut le refaire. Clairement, je pense que sur un sprint pur, ce sera dur de battre Groenewegen quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même. Je pense qu'avec Gaviria et Viviani, ce sont les meilleurs sprinteurs du moment. Jacobsen, ouais, on l'avait remarqué l'année dernière. Ce qui m'inquiète, c'est le rôle qu'il aura dans cette équipe Quick Step et les courses sur lesquelles il sera aligné. Sur les jeunes sprinteurs, il est peut-être pas numéro 1 parce qu'il y a Odeg. C'est ça, il y a Odeg. Sur les classiques, il y a du monde ensuite. Donc il est pas vraiment. Il est sprinter numéro 3. Ce sera peut-être dur de se faire un petit nom. Mais voilà, il arrive quand même à se le faire en essayant de gratter à droite à gauche des petites courses. Il prend tout ce qu'on lui donne, quoi. Voilà, il prend ce qu'on lui donne et ça, pour le coup, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, notamment sur Donc voilà pour la bonif, pardon. Ce petit tacle. Les amis, on passe à la dernière partie de l'émission qui est le quiz, et bien évidemment. Il n'y a pas Voilà. pas de Quoi jingle. le jingle. Hein. Non, il n'y a pas de jingle, mais je ne l'ai pas lancé le jingle. Voilà, non mais. On surveille. Franchement, je vous attends. J'ai vu très avec Ben, on vous a fait des petites photos. Très C'est bien. vrai. On va faire 4 cache-cache, une énumération. Ben, il vient de m'envoyer le texto avec les 4 noms. De quoi De qui suis-je De qui suis-je On va pouvoir partir, les amis, pour le premier petit cache-cache, qui est un coureur que j'ai beaucoup aimé. Voilà, alors, franchement, il a été chaud, Ben, notre chef d'édition qui a préparé ces photos-là. Il est très dur. Je vais être obligé, en fait, de. On peut nous la mettre derrière ou pas? Non, mais je vais être obligé de vous donner des petits tips. Ah, merci, parfait, la régie. Pour vous aider. Il a des Il a commencé à la Banesto et il a une particularité. C'est sa manière de se tenir sur le vélo. C'est beau. Ah, bravo, Polo. Ah 1-0. Bravo. Voilà, je pouvais pas Yes. parler de la tête parce que c'était un peu. Banesto, J'allais donner un peu trop Yes. d'infos. Putain, je suis chaud là. Passons à voilà, Ah oui, cette Paco, la tête. manière-là, on a tous fait ce geste-là sur le vélo quand on était jeunes. Non, Paco, mais, tu rigoles, mais c'est vrai. Hein. Mais clairement, obligé. Allez, on peut partir pour un deuxième petit cache-cache. Rasmussen, Non, Bogart. non, Decker, non, Breking, non. C'est un leader de la Rabobank. Bogard, Non, leader de la Rabobank. raté. Leipheimer. Non. Qui est Fréré, non, c'est pas. Non, il n'y a pas les leaders. européen, mais une partie du pays est en Asie aussi. Menchov. Bravo. Oh là là. 2-0. J'ai trouvé maigre pour que ce soit Menchov. Ouais. C'est trop bizarre. Ouais. Oh là là. 2-0 pour Polo. On a été mauvais, on les a tous fait. Ouais, mais attends, Ouais, mais on les a cités, les gens sauront Alors que que la il- Rabobank n'a aucun secret pour nous. C'est on ça. a très peu vu sans les lunettes, etc. Voilà à quoi elle ressemble. Ah, des Ouais. Menchov, régalade. Denis Smetchov. Avec sa fameuse chute lorsqu'il attaque. Oui. Le prochain- le je sais prochain- plus si c'est Giro ou Volta. Rinfo, il attaque. Le prochain aussi, les gars, il est passé par la Rabobank et il nous a sorti une photo, mon Ben. Impossible. Fréré, à c'est Fréré trouver. ça. Non, c'est pas Fréré. Garaté C'est un Si, c'est Espagnol. Qui aujourd'hui est Fletcher. consultant. Fletcher. Ah, 3-0. Juan Antonio Fletcher, consultant Voilà. Eurosport. Mais je me suis planté entre Très bon. Fletcher et Fréré. La en flèche. Qui nous fait des. Franchement, si vous avez des vidéos à aller regarder sur YouTube, c'est les nôtres déjà. Ouais. Et après, des vidéos sur Juan Antonio Fletcher. Notamment sa, Qui, sa reconnaissance des championnats du monde d'Innsbruck l'année dernière, Ouais, ça me ouais. régale. Et, Oh putain, j'arrive plus à avancer. Il régalait. Il a En anglais, pris 20 kilos en plus, même hein, temps. il régale. Ouais, il a pris 20 kilos en même temps. 3-0. Il en reste combien, Joseph, là? Il reste un cache-cache. Et, Voilà. et après, il y a autre chose Après, ou pas? j'ai gagné. Bien sûr qu'il y a autre Ok, chose. ok. Après, j'ai Bien gagné. sûr qu'il y a autre chose après. On Je peut peux me partir pour le- remettre. Pour le dernier me petit, refaire. cache-cache. Ushoff. Cavi- Ah, 3-1. Ushoff. Ushoff, Thor Ushoff. Ah ouais, réponse de champion. Très très bon. 3-1, voilà, tu relances un peu le suspense. Qui n'a jamais Très bien. gagné de Paris-Roubaix qui C'est très le met bien. tant. Prochaine étape, on va faire une petite énumération. Mhm. Je vais vous demander les 10 derniers vainqueurs de Paris-Roubaix, Hey, l'un après l'autre. ok. Ok. Alors, bien. On remonte jusqu'à quelle année? Il y en a un qui en a gagné 3, pas, du coup il y en a 7. Je m'ouvre une page D'accord. PCS là. Vas-y, c'est bon. Faire En le fait, tu vas Sapolo. faire la même blague à tous les quiz. Tout le temps, mais en fait, c'est pas une blague en fait. Ferme-nous ça, Polo. On peut partir. Vas-y. J'ai de gros doutes. Allez, il y en a 7. Vas-y, Il y en a 7. Honneur à celui qui est mené 3-1. Ok, Cancellara. C'est bon. Sagan. C'est bon. Degenkolb. C'est bon. Van Avermaet.
C'est bon, Terpstra. c'est bon, Heyman. c'est bon. Et on peut remonter jusqu'à quelle année, redis-moi? Jusqu'à 2008. Et il vous manque Van Sommeren. deux noms. Ah, t'es bon. Il manque un nom. Il manque un nom. Il manque un nom. Bounen. Vainqueur en 2016. Ah bah oui, Bounen, bien sûr. On n'a pas dit Bounen. Non. Ah, Kata, Ah oui. bah oui, bah bien sûr qu'il y a Bounen. Du coup, il reste un nom. Moi, en dans reste ma tête, encore un il reste un nom, le vainqueur, Je l'ai. Paris-Roubaix Je 2016. Tu l'as 2007. 2016. 2016. Je l'ai. 2016. Je l'ai. C'était pas Eh, Ayman. t'as 5 secondes. C'était Dans pas 5 Ayman, secondes. Non, non. Mais Ayman, on l'a déjà dit. Mais non, Heyman, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Bah alors, On a alors, fait- c'est on les bon. a tous on fait, on du a coup. tous fait. Bah, Joseph. C'est toi qui as dit Ayman. Ouais, Ça, on remonte, Heyman. on remonte alors. On va avant 2008 et celui Ok, qui a ok, plus. très Donc bien. 2007. Ça me va très bien ce que tu me 2007, ce que c'est tu au me Grady. proposes. Autant pour moi, voilà, je vais sur le palmarès et on va remonter du coup. Année par année. Ouais, bah ouais. Ok, donc bah, c'était à mon tour. Attends. Ah, ça va être dur là. Je le prends parce que je vais prendre mon petit palmarès. En plus, moi, je Mais dis qui je a dit l'ai. parce Ayman que- J'ai pas C'est entendu. Ayman, c'est c'est Paul pas qui a dit Ayman. En plus, moi, je l'ai parce que je pensais à. Tu pensais à qui, du Je coup pensais à Degenkolb. Ouais, mais tu l'as déjà dit ça pour le coup de Game. Oui, on les a tous Oui, fait. c'est pour ça. On est bon ou J'ai pas? pas entendu. On va remonter jusqu'en 2003. Ah, Ok. Ok. Donc on les donne dans l'ordre des années ou on peut. Non, ok, jusqu'en donc- 2003. Là, Au Grady. là, je- Ouais. euh, Là, je vais patauger là. Le chrono, Il Joseph. y en a. Ouais. T'as 5 secondes. 5, Ouais, non, Quatre. j'aurais pas. 3, ok. J'ai plus d'idées. Il y avait 2003, Backstedt, Van Van Petegem. Petegem, Magnus Backstedt, et voilà. Donc en fait, Et après, c'était Bounen et restait deux. Cancellara Il qui restait deux noms. revenaient. Ouais. Voilà, ça fait 3-2. Ouais, mérité. ça fait mérité. 3-2. Ça Mérité. fait 3-2. Il reste 2 qui suis-je. Alors, premier qui suis-je. J'ai 43 ans en ce moment. Je suis donc plus en activité. Pour moi, le cyclisme est surtout synonyme de plaisir. Je suis français et j'avais une spécialité, les classements de montagne Mon coutier. sur la Vuelta. Ah, Oh là là, 3-3, ça veut dire qu'il va y avoir un petit... Ouh là, c'est chaud, c'est chaud. putain, la Dernier. famille. Il est plein de suspense, C'est le la dernier. famille, mon coutier en plus. Dernier petit qui suis-je, petit 3-3. J'ai Il y a une pression là, Paul. Hein. 35 ans. Je suis encore en activité. Je suis espagnol et j'ai un profil multiple. Puncher, Roras. rouleur, c'est par Horace. Bon grimpeur. Ah, d'ailleurs, j'ai gagné le classement de la montagne de la Vuelta Putain, je l'ai. en 2014. Comment il s'appelle Je suis passé chez Astana, Ah, mais oui, je l'ai. Caisse d'épargne, Rabobank notamment. J'ai fait Comment il beaucoup d'équipes. Sanchez. Eh oui, Putain, Sanchez, Lucian Sanchez. t'as pas voulu sortir. J'allais dire que c'était le meilleur ami de Sandy Cazard, t'aurais trouvé ça, Paul, c'était sûr et certain. Putain, Voilà notre ami je Louis suis Fernandez. Ah, c'est le fait- Rabobank qui me l'a donné. Ah là là. Il y avait du Dur, Rabobank Polo, finalement dans t'as ce pris, quiz. t'as pris une remontée fantastique Ouais, j'ai là. pris une remontée C'est fantastique. vrai, mais t'es Comment habitué de toute façon. La tête qu'il fait, il est Ah, j'ai- dépité le pot. Ah, j'ai le Il est cap- bien parti. C'est vrai qu'il y avait 3-0. Hein. Ouais. Donc voilà. Bon. Il y avait 3-0, ouais. La remontada. Mais, Ouais, bravo, mais les Paul gars. connaît ça. Bravo. Petite finale Liverpool-Milan. On va découvrir le programme pour terminer de la suite de cette semaine. Voilà. Jusqu'au 2 mars, il va y avoir le Tour Emirati, 2 courses françaises en Ardèche et dans la Drôme, le Let Newsblad dont tu parlais avec Peter C'est ça. Sagan et le Samin, et on en parlera. Et il y a aussi Kurn c'est bon. dimanche. Ouais, il y a Kurn Bruxelles, Kurn Et il y a dimanche. Kurn, effectivement. Et il y a Voilà. Kurn qu'on va rajouter au tableau, les amis. Non, super, Merci. super programme. Ce week-end d'ouverture, pour moi, c'est là vraiment que la saison démarre et j'ai hâte d'y Ah, être. pour le coup, je peux n'être que d'accord avec toi. On va se régaler. Et donc on verra tout ça la semaine prochaine. Ciao les amis. Salut. Les gars. Ah, très dur. mon gars.